Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez ma présentation? Oui, absolument. Ok, super. Euh, donc ça veut dire que si je passe la présentation, là, est-ce que vous voyez défiler? Oui, absolument. Ok, super. Hop, je mets juste mes notes sur le côté. Vous voyez pas mes notes? Non, on voit pas. C'est bon, parfait. Donc je vais intervenir en complémentarité de ce qu'a évoqué Agathe Zen, ce qu'a brillamment évoqué euh, Agathe Zen sur les tensions aujourd'hui qui traversent les questions de disponibilité, notamment en eau potable, les impacts de nos modes de vie et d'organisation du territoire ou de notre économie sur ce commun et les milieux naturels qui en dépendent. Et je vais m'appuyer sur des retours d'expérience, à la fois à une échelle de la collectivité ou du bassin rennais, donc qui produit de l'eau potable, mais également à l'échelle de la ville de Rennes et de la métropole. Et puis évoquer également le SAGE Vilaine, donc le schéma d'aménagement et de gestion du bassin versant de la Vilaine. Et donc à travers ces trois exemples, essayer d'illustrer un petit peu de quelle manière est-ce que les politiques publiques peuvent répondre aux enjeux d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique sur la question de la disponibilité de l'eau potable pour les habitants et la disponibilité de l'eau pour les milieux naturels également. Donc je vais passer assez rapidement hein, sur le contexte et la manière dont le réchauffement climatique vient en fait révéler déjà des dysfonctionnements sur la disponibilité de la ressource en eau sur notre territoire. Simplement, voilà, vous associer au constat que euh, aucun territoire aujourd'hui en France n'échappe à des phénomènes de plus en plus inquiétants de sécheresse qui viennent euh, tendre en fait la disponibilité de la ressource. Donc je prendrai dans un premier temps ce que je souhaitais avant d'évoquer les expériences et la manière dont très concrètement on mène des politiques sur notre territoire. Je souhaitais évoquer une étude qui a été menée sur une de nos ressources en eau, qui s'appelle le bassin versant de la Chescanu et qui approvisionne en eau potable, qui contribue à 30% à peu près de l'approvisionnement en eau potable de la collectivité eau du bassin rennais. Donc là, vous avez sur votre écran une présentation de la collectivité eau du bassin rennais. Donc c'est une collectivité qui contribue à l'approvisionnement en eau potable pour environ 550 000 habitants, qui est grosso modo le bassin de vie de la métropole rennaise, donc 24 millions de mètres cubes d'eau consommés par an, avec une spécificité qu'on retrouve notamment en Bretagne, c'est que la plupart de nos ressources en eau sont superficielles. 90% des ressources en eau sont superficielles. Et on va les chercher en plus sur d'autres territoires qui ne sont pas sur les territoires de consommation. Et on fait face en fait à un contexte d'augmentation de la population sur notre territoire et une augmentation prévue des besoins par rapport à cette augmentation de la population. Donc en fait, le changement climatique euh, et la forte dégradation de nos masses d'eau viennent comme un effet ciseau nous contraindre à penser la manière dont on peut euh, économiser et adopter des pratiques beaucoup plus sobres. Mais ils viennent aussi euh, mettre en évidence un besoin qu'on a d'anticiper le dérèglement climatique et voir de quelle manière est-ce que nos ressources en eau s'adaptent, enfin, comment est-ce qu'on peut s'adapter par rapport à la raréfaction de cette ressource. Donc en 2022, on a vécu une sécheresse assez traumatisante sur notre territoire. Et c'était justement l'année où on commençait à avoir des données d'une étude qui a été réalisée dans le cadre de la chaire Eau et Territoire par un thésard qui s'appelle Ronan Imbervé et qui a travaillé avec Luc Aquilina
sur la modélisation en fait hydrogéologique du bassin versant de la Chaise et du Canut, qui, je l'évoquais tout à l'heure, approvisionne environ à 30% l'eau des 550 000 habitants de la collectivité au du bassin rennais. Donc en fait, on a essayé de voir de quelle manière est-ce que euh, par rapport à des scénarios climatiques du GIEC, pessimistes ou moins pessimistes, cette ressource en eau, la modélisation allait pouvoir nous déterminer en fait la manière dont la ressource en eau sera disponible demain. Donc vous voyez sur les différents graphiques, hein, on a un contexte de plus en plus chaud et sec, ce qui vient aussi compléter les données qu'on a à l'échelle du bassin versant Loire-Bretagne, où en fait on va passer d'un climat tempéré frais à un climat chaud, voire semi-aride dans certaines régions de France. Et en tout cas sur la Bretagne, on va avoir beaucoup plus des sécheresses beaucoup plus longues, plus importantes en intensité, qui vont aussi ajouter une plus forte incertitude sur les précipitations et l'évolution de la répartition saisonnière de ces précipitations. Et on le voit sur le graphique, on a un décalage dans le temps, dans ce barrage, sur sur le niveau d'étiage du barrage et donc du coup la disponibilité de cette ressource. Là, l'étude qui a été réalisée montre que, en partant des prédictions et des travaux du GIEC, d'ici 2040, on aura certainement cette ressource en eau qui va disparaître, qui va s'assécher. D'où la nécessité pour nous de pouvoir imaginer des scénarios de sobriété en eau et de limitation de nos consommations d'eau pour faire en sorte de pouvoir demain continuer à approvisionner en eau potable les habitants et les entreprises du territoire. Je le dis en aparté, hein, cette étude-là, elle vient compléter d'autres études qu'on mène sur la collectivité du bassin rennais et qu'on finance, c'est à peu près 2% de nos recettes de surtaxe qu'on finance, qui nous permet de financer en fait de la recherche et du développement. Et à mon sens, c'est important parce qu'on doit s'appuyer pour faire face au réchauffement climatique, on doit s'appuyer sur ce triptyque-là de science, société et politique. Et c'est ce qui doit guider un petit peu notre action et les politiques publiques. Donc là, les conséquences évidemment de cette étude et les questions qui se posent suite à cette étude, c'est quelle priorisation dans un contexte de rupture d'approvisionnement en eau potable? On peut le voir, d'ici 2040, on aura une ressource en eau qui va disparaître, très clairement. Comment adapter nos productions agricoles aussi, qui sont très conséquentes sur nos territoires, à la fois sur des enjeux quantitatifs et qualitatifs. Quelle politique mettre en place pour accompagner la sobriété des usages sans accentuer les inégalités? Et ça, on le fait, vous allez le voir, je l'évoquerai tout à l'heure, on le fait en mettant en place déjà depuis quelques années une tarification progressive et sociale. Comment rendre la ville plus perméable? Donc c'est ce qui a été évoqué, et Agathe Zen a commencé à l'évoquer en réponse à une question. Comment adapter le rejet des stations d'épuration dans un contexte d'augmentation des étiages? Et simplement pour rappeler la définition de la sobriété en eau, donc c'est bien des pratiques et transformations qui réduisent la demande en eau, tout en permettant d'atteindre des niveaux de vie décents et le bien-être pour tous dans des limites planétaires. Donc le premier niveau de réponse qu'on apporte à l'échelle d'eau du bassin rennais, c'est via une politique éco-d'eau qui permet d'accompagner en fait l'ensemble des usagers vers la réduction de la consommation d'eau. Donc ça passe par des actions très concrètes vers les principaux consommateurs d'eau qui sont à 75% des consommateurs des particuliers ou des collectivités. Le reste étant les entreprises les entreprises, notamment les entreprises de l'agroalimentaire qui sont très présentes sur notre secteur et les collectivités. Donc, on met en place un certain nombre de dispositifs, des ambassadeurs de l'eau qui vont accompagner, sensibiliser et accompagner
les consommateurs pour les équiper en matériel hydroéconome, par exemple, dans leur logement. Ça passe par des fonds de soutien à l'investissement pour des collectivités sur des toilettes sèches, du matériel hydroéconome ou des équipements sur des terrains de sport. Et ça passe également, en complémentarité avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, par des diagnostics, mais aussi des financements pour que les entreprises de l'agroalimentaire puissent s'équiper et développer des dispositifs de récupération des eaux usées traitées ou des dispositifs de sobriété en eau, quoi. Donc on travaille actuellement sur un futur programme 2025-2030 qui a intégré en fait les ambitions du plan eau qui sont de réduire de 10% les prélèvements en eau, ce qui nous donne un objectif de réduction de 18% des consommations unitaires. C'est pas rien, c'est très ambitieux et on souhaite le faire en massifiant aujourd'hui ce qu'on réalise à travers la politique écodo sur notre territoire. Donc par exemple, massifier la récupération des dispositifs de récupération d'eau pluviale dans les logements, ça j'y reviendrai tout à l'heure, ou mettre en place par exemple des dispositifs de plomberie solidaire parce qu'on se rend compte qu'on a aussi des marges de manœuvre à aller chercher des fuites chez les particuliers, de la même façon que la collectivité du bassin rennais finance très fortement, dans le cadre de ce service public de l'eau, la rénovation de l'adduction en eau. Et puis ça passe par une politique aussi de la protection de la ressource parce que qualité et quantité d'eau sont complètement liées dans un contexte où l'eau euh, va diminuer. Il est évident que la concentration des polluants va augmenter par ailleurs. Donc, dans un contexte où seulement 3%, par exemple, 3% de nos masses d'eau sont en bon état sur le département d'Ille-et-Vilaine, avec une forte pression liées aux pollutions diffuses d'origine humaine. Et j'évoquerai notamment les pesticides de synthèse qui sont utilisés par une partie des agriculteurs. On a la nécessité d'accompagner en fait ces agriculteurs, agricultrices, mais aussi l'ensemble de la filière agricole et alimentaire vers l'agroécologie. Et donc ça passe par une démarche qu'on a lancée il y a quelques années, qui est une démarche terre de source qui vise en fait à accompagner les agriculteurs du territoire via des marchés publics, en fait, avec un dispositif innovant qui est un marché public de services. C'est-à-dire que les agriculteurs sont rémunérés parce qu'ils rendent service à la qualité de l'eau et à la qualité de l'air. Ils sont rémunérés pour les services qu'ils rendent et leurs produits se retrouvent dans les cantines scolaires ou dans les étals de supermarchés. Et donc, vous avez une photo. En tant que Breton, je ne pouvais pas ne pas mettre de photo de blé noir. Donc là, vous avez une photo d'agriculteurs et d'agricultrices sur une parcelle de blé noir pour illustrer en fait une des actions de Terre de Source qui est de constituer des filières de valorisation de certaines cultures à bas niveau d'intrants comme le blé noir, qui sont intéressantes en tête de rotation et qui permettent d'éviter en fait l'usage de pesticides de synthèse. Un deuxième niveau de réponse à une échelle plus communale et intercommunale, c'est dans le cadre du guide d'aménagement et du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est d'intégrer tout simplement la nécessité de rendre plus perméables nos espaces urbanisés, nos villes, via, dans le cadre des projets d'aménagement des espaces publics, des projets d'urbanisme, en faisant en sorte qu'effectivement on favorise l'infiltration de l'eau dans le sol et la régulation des écoulements. Mais également qu'on favorise la sobriété de la consommation d'eau dans les logements. Donc là, vous avez quelques exemples avant-après d'aménagements qui ont été réalisés, sachant que le guide d'aménagement qu'on a mis en place depuis quelques années sur la métropole vise à minima à avoir 30% de surface perméable végétalisée dans le périmètre du projet ou d'augmenter les surfaces perméables végétalisées si toutefois on atteint déjà les 30% de surface perméable et végétalisée. Et dans le cadre d'un travail que la métropole de Rennes a mis en place dans le cadre du nouveau PLUI qui est en cours de révision, un travail qui a été réalisé aussi avec le service Ecodo d'eau du Bassin rennais, c'est d'intégrer en fait le référentiel CERCAL, le mieux disant,
dans le référentiel bas carbone de Rennes Métropole pour faire en sorte qu'aujourd'hui, plus aucun logement ne sorte de terre sans être équipé de matériel hydroéconome. Et parce qu'on est sur un levier important de réduction des consommations d'eau sur des logements qui sont équipés de matériel hydroéconome, et avec également une obligation qui est reprise dans le PLUI de Rennes Métropole de mettre en place des récupérations d'eau de pluie pour des usages sanitaires qui sont dimensionnés par rapport à la surface du logement. Donc on le voit là, une illustration très concrète de la manière dont, aux enjeux de raréfaction de la ressource en eau, on peut, à travers des documents d'urbanisme ou la volonté d'une collectivité, mettre en place des solutions. Dernier exemple, c'est celui de la planification de la ressource en eau. Donc, ça a été abordé tout à l'heure. Moi, je suis élu au sein de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Vilaine. Donc, on est en cours de révision depuis 3 ans de cet outil de planification qui a un objectif, c'est demain de rendre disponible en quantité et en qualité l'eau pour les milieux naturels, mais aussi pour les usagers de l'eau. Et donc, ce qui est intéressant dans le Sage Vilaine, c'est qu'on est sur un outil qui vient, en fait, qui est un outil de gouvernance avec un parlement de l'eau qui vient s'appuyer sur des réalités biogéophysiques. Et là, ça fait référence au concept de biorégion qu'on pourra peut-être aborder dans le cadre d'un autre webinaire, mais qui est très intéressant et qui permet d'appuyer en fait, de nous appuyer sur des réalités biogéophysiques et notamment en mettant en place des études de ce qu'on appelle HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, mettre en évidence en fait les dépendances que nos territoires, nos sociétés, notre économie a vis-à-vis de l'eau, et donc de définir par sous-bassin versant des limites et des seuils de volume prélevables dans le milieu, en laissant bien sûr un volume minimum pour le bon équilibre et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Donc le bassin versant de la Vilaine, hein, vous avez reconnu la carte, hein, c'est un des sages les plus grands là, de France, et où on travaille actuellement sur une réglementation assez ambitieuse, notamment via la mise en place d'études HMUC, mais aussi via la mise en place de règles d'interdiction, par exemple des herbicides de synthèse sur des parcelles de maïs. Donc c'est très discuté en ce moment, notamment avec la profession agricole. C'est un lieu de débat, d'échange, la commission locale de l'eau, mais je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez ambitieux, et il se pourrait que d'ici la fin de l'année, on soit le premier sage à pouvoir interdire l'usage de pesticides de synthèse sur les aires d'alimentation de captage, qui est quand même une question de principe de précaution, vu l'étendue de la pollution des pesticides sur les milieux naturels, mais aussi les impacts de ces produits de ces polluants sur la santé humaine ou les milieux naturels. Et puis, on met en place aussi une préservation beaucoup plus stricte des zones humides, et notamment l'interdiction de création de nouvelles réserves d'eau, voire d'extension. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt similaire à ce que peuvent faire d'autres sages sur le territoire français. En conclusion, par rapport à ces aux expériences de ces trois niveaux d'intervention, à la fois la commune, l'intercommunalité, la collectivité productrice d'eau potable, mais aussi le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc les enjeux de planification écologique. J'évoquerai peut-être des insuffisances que je peux percevoir à une échelle nationale, voire locale, sur la mise en œuvre de ces politiques-là. D'abord, des problèmes de cohérence de l'ensemble des politiques qui régissent nos organisations sociales et économiques. Et là, je fais référence à la dernière loi d'orientation agricole avec un article 13 qui permet ou facilite en fait la destruction des espaces menacés ou des milieux naturels, qui vient complètement contredire en fait les objectifs qu'on se fixe à une échelle nationale de préservation de la biodiversité, mais aussi d'atteinte du bon état écologique des eaux, et donc de réponse à la directive cadre sur l'eau. Le plan eau qui élude quand même les questions du prélèvement agricole. Alors nous, sur notre bassin versant en Bretagne, on n'aura pas de bassine. On a plutôt des discussions très intéressantes avec les organisations agricoles qui n'amènent qu'à aujourd'hui permettre
la construction de retenues collinaires, notamment pour des personnes qui font des légumes plein champ. Et donc, on n'aura pas on n'aura pas de bassines qui viendront arroser des parcelles de maïs comme on peut le voir sur d'autres départements. Autre critique qu'on peut faire aujourd'hui sur la gouvernance de l'eau et peut-être des choses à améliorer, c'est les questions sociales. On est et les questions de contribution aussi aux politiques de l'eau. On est face à des inégales vulnérabilités vis-à-vis du réchauffement climatique et vis-à-vis de la disponibilité de la ressource en eau. On a certains départements où on a une concentration importante de populations fragiles. Voilà, si toutefois l'eau vient à augmenter, de quelle manière est-ce qu'on met à contribution justement et de façon équitable les consommateurs d'eau, et notamment comment est-ce qu'on met à contribution celles et ceux qui contribuent à polluer cette eau potable, les producteurs de produits phytosanitaires, mais aussi la nécessité, notamment sur notre territoire, de mettre à contribution les gros consommateurs, comme les entreprises de l'agroalimentaire, qui ne jouent pas forcément tout le jeu de la sobriété en eau. Et puis, évidemment, en tant que Breton, je ne pouvais pas ne pas éluder la question d'autonomie financière des collectivités pour mettre en place des politiques radicales, novatrices en matière d'adaptation de la ressource en eau au réchauffement climatique. On a besoin de nous appuyer sur la capacité à mettre en place des normes, des règles, mais aussi de financer l'accompagnement, par exemple, des agriculteurs, des agricultrices, ou l'accompagnement des entreprises de l'agroalimentaire sur ces questions de vulnérabilité de la ressource en eau. Et puis, Agathe Zen l'a évoqué, et notamment dans le cadre du PEPR exploratoire, on a besoin de construire, de prendre un peu de recul sur ce qu'on met en place comme politique publique, et de se dire que ce qu'on met en place doit nous permettre aussi d'être dans des rapports de réciprocité avec le vivant, et pourquoi pas ne pas reconnaître les fleuves comme personnalité juridique pour pouvoir aller plus loin, plus vite sur la manière dont on peut répondre positivement aux enjeux que pose le réchauffement climatique, mais au-delà de ça, les enjeux que pose l'aménagement du territoire et notre rapport au vivant et notre rapport au commun. Donc voilà pour moi. J'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Absolument pas. Merci beaucoup, Ludovic, pour cette présentation qui nous permet effectivement de voir les différents leviers d'action en fonction des différents territoires et la nécessité d'avoir une approche globale, même territoriale, qui articule bien effectivement ces différents aspects. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. J'espère que je ne vais pas m'y perdre. J'ai une question de Sandrine Cottineau de la mairie de Perpignan qui voulait savoir comment était organisée la compétence eau et assainissement à Rennes et qui met en place cette politique. Est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est directement la commune, la métropole? Et quelle marge de manœuvre avez-vous sur cette question-là pour la ville? Oui, alors euh, euh, j'avais pu voir la présentation, je crois, qu'avait faite cette dame sur la politique de la ville de Perpignan, qui doit faire face à un contexte beaucoup plus prégnant sur la réfraction de la ressource en eau et la nécessité de s'adapter. Donc, pour répondre à ces questions, la compétence assainissement, elle est gérée par la métropole rennaise. Et la compétence eau, elle, est gérée par la collectivité eau du Bassin rennais, donc il y a un service public de l'eau, où on retrouve au sein de la collectivité les représentants des communes et des EPCI. Et sur la production et l'acheminement de l'eau vers les usagers, on a un service public local, une SPL, qui vient à la faveur du renouvellement des marchés qu'on a avec des entreprises privées, reprendre en main cette compétence-là. Donc on va être d'ici quelques années sur un service totalement public de l'eau, ce qui nous permet aussi de mettre en place des politiques plus ambitieuses, notamment la tarification progressive et sociale. Je ne comprends pas
comment en France on peut ne pas encore avoir une tarification progressive et donc plus on consomme de l'eau, plus on paye, ce qui est à mon sens une évidence avec, un enjeu social pour nous de gratuité des 1 mètres cubes d'eau et d'accompagnement aussi, sur des chèques pour les familles, nombreuses notamment ou des personnes qui seraient en difficulté, d'accompagnement, sur le paiement du la facture d'eau. Merci beaucoup. Sur l'objectif des 18%, deux questions. Alors, une question d'Agnès. Avez-vous travaillé sur l'eau perdue par les fuites dans les canalisations trop anciennes? Et une autre question de Jean-Luc Manceau. L'impact de l'objectif de réduction de la consommation d'eau de 18% sur le prix de l'eau pour le consommateur a-t-il été évalué? Moins d'eau distribuée pour un amortissement constant, voire croissant des infrastructures. Et si oui, quel est cet impact? Bah, c'est des questions intéressantes, notamment la dernière qui vient, mettre le doigt sur une problématique. C'est que plus on va aller sur une diminution de la consommation d'eau, moins on aura finalement de budget pour mettre en place un certain nombre de politiques. Heu, pour répondre à une des questions sur les fuites, alors on injecte, plusieurs, millions d'euros, par an pour, réparer, à peu près 5 kilomètres de réseau, par an. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais, évidemment, la reprise en main par la collectivité, de l'adduction de l'eau potable nous permet aujourd'hui de flécher, des investissements beaucoup plus conséquents que ne l'auraient fait des entreprises privées sur, la recherche de fuites et sur le remplacement des canalisations d'eau. Donc ça, c'est un 1er niveau, de performance à atteindre, pour, une collectivité productrice d'eau potable. Et ensuite, sur, l'enjeu des 18%, donc hem, finalement nous permettre demain de nous projeter sur un territoire où on continuera à satisfaire les besoins, en eau potable des citoyens, des entreprises ou des collectivités, des services publics comme les hôpitaux. C'est une démarche qu'on va construire, différemment en fonction des usagers. On va mettre en place, par exemple, auprès des ce qu'on appelle les gros consommateurs, qui sont une soixantaine d'entreprises ou de collectivités qui consomment plus de 3 000 m³ d'eau par an sur notre territoire. On va mettre en place une contractualisation, qui nous permettra, de mettre une pression supplémentaire pour faire en sorte que ces usagers-là, adoptent, et mettent en place des bonnes pratiques des bonnes pratiques. On s'est rendu compte qu'on finançait déjà pas mal de diagnostics sur des entreprises chez des entreprises de l'agroalimentaire et qu'elles ne passaient pas forcément le cap de l'investissement pour, réduire les fuites, pour, mettre en place de la réhute, dans la mesure où, le contexte fait qu'elles préfèrent ces entreprises-là, financer, la réduction, de leur empreinte, énergétique, ce qui peut s'entendre, mais ce qui pose la question aussi le prix de l'eau est peut-être pas, le signal prix est peut-être pas suffisant pour, contraindre ces acteurs-là à aller sur à répondre à des enjeux de sobriété. Donc en fait, on va imaginer un contrat, qui nous permettra, un contrat gagnant-gagnant qui nous permettra de diminuer le coût de l'eau pour des entreprises qui font les efforts nécessaires pour, diminuer, l'empreinte eau et pour les usagers. Là, on a à la fois une réponse sur individuelle, sur le comportement des usagers, sur la consommation d'eau, mais il faut que ce soit une réponse systémique. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au logement et beaucoup aux équipements, collectifs et donc c'est pour ça que, et on se dépêche de le faire parce que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, ce sont les bâtiments qu'on retrouvera encore en 2050 ou 2070. On doit, faire en sorte que chacun puisse vivre dans des logements, adaptés, à la raréfaction de la ressource en eau. Et de la même chose pour les collectivités, on accompagne les collectivités financièrement sur des équipements, à condition qu'elles puissent faire un diagnostic de leur patrimoine et hem être accompagnées et s'engager
à rechercher les fuites et à les réparer, évidemment, en cas si c'est nécessaire. Peut-être Je juste sais. une question complémentaire de Vanessa Vec, et puis ensuite on terminera sur une question sur la donnée. Lors de l'implantation, c'est un peu ce que vous commenciez à dire, hein, d'une entreprise, comment appréhendez-vous et comment amenez-vous les entreprises à s'interroger sur leur consommation en eau? C'est compliqué parce que je pense que la réponse, ça doit venir, de l'outil de planification qui est le SAGE, qui, dans le cadre des études HMUC, doit, déterminer par sous-bassin versant, quelles sont les consommations d'eau, heu et plafonner, en fait, et venir contraindre, en fait, les consommations d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut que, du SAGE, les SCOT, par exemple, les schémas de cohérence et d'orientation territoriale, puissent, adopter, enfin, intégrer ces enjeux et via les PLUI, intégrer la nécessité de, si une nouvelle entreprise s'installe, est-ce qu'on est en capacité de l'approvisionner en eau potable? Et si c'est pas le cas, de quelle manière est-ce que, d'autres, entreprises peuvent réduire leur consommation d'eau pour permettre à des entreprises de venir s'installer? Ça pose tout un tas de questions qui sont pas aujourd'hui réglées et on n'est pas prêt aujourd'hui en France à appréhender ces questions de de choix, entre une entreprise, et on a eu ce cas-là en Bretagne, où, une entreprise a été contrainte enfin, grâce à la mobilisation citoyenne, une entreprise n'a pas pu s'installer, notamment sans citer son nom, une entreprise qui fabrique des croissants surgelés, parce qu'elle venait finalement s'installer et consommer des volumes d'eau équivalents à ce qui était déjà consommé sur le territoire de vie. Donc, et on n'est pas prêt à ces questions-là. Et je pense que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit pouvoir euh, aiguiller en fait d'autres outils de planification que sont les SCOT et les PUI qui doivent eux répondre. Et donc c'est les élus, c'est les collectivités qui doivent répondre à comment développer une économie vivrière de subsistance, parce on est arrivé à ce niveau-là, hein, on se pose des questions aujourd'hui de subsistance. Et donc, comment est-ce qu'on peut prioriser certaines activités économiques? Je pense que l'agriculture est une activité économique qu'il faut prioriser. Après, une agriculture qui vient répondre aussi à des enjeux climatiques, de déclin de la biodiversité, de consommation moindre de viande. Mais à mon sens, l'agriculture est une activité prioritaire. Après, je vous laisse imaginer quelles sont les autres activités à prioriser sur un territoire. C'est des questions qui sont très très compliquées, qu'il faut se poser via des gouvernances démocratiques. En tout cas, il ne faut pas mettre de côté les citoyens autour de ces questions-là. Il faut pleinement les intégrer, ce qui n'est pas toujours satisfaisant, parce qu'on est dans un contexte où la gestion de l'eau est quand même très administrée, très très technique, pas vraiment accessible pour le commun des mortels. Et donc, on doit pouvoir poser ces questions-là, qui sont des questions démocratiques et de choix de société, en fait. Oh, on t'entend plus, Hélène. Merci, merci Bilal. Donc une dernière question, merci beaucoup Ludovic. Et ensuite on pourra passer à la dernière présentation. Merci. La question de la donnée. Effectivement, j'imagine que lorsqu'on prépare euh, dans le cadre du SAGE différents documents pour éclairer aussi les décisions, on doit prendre en compte un certain nombre de données. Et la question qui nous est posée par Amélie Lagrange, c'est mais comment faites-vous, pour faire remonter des données de qualité, gérer, avoir suffisamment de données, gérer les problématiques de différents types de mesures de prélèvement? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place spécifique pour vous aider à collecter de la donnée de meilleure qualité et surtout suffisamment de données? Ou est-ce que vous avez déjà une stratégie qui est mise en place et qui vous permet de collecter les données dont vous avez besoin? Ouais, on s'appuie sur un certain nombre de structures qui viennent appuyer le diagnostic qui a été validé dans le cadre de la révision du Sage-Vilaine. Un diagnostic qui vient mettre en évidence un certain nombre d'enjeux à aborder sur sur la question de la qualité et de la quantité. Je pense à l'agence de l'eau, je pense au département.
aux conseils départementaux qui aussi participent à cette politique de la donnée. On a des structures aussi à une échelle régionale, comme le CRECEB, qui vient appuyer la production de données sur les enjeux qualité d'eau. Et puis, évidemment, les collectivités qui produisent de l'eau potable, hein, qui sont à même de dire quels sont les polluants que l'on retrouve le plus souvent aujourd'hui dans l'eau brute et qu'il faut traiter pour distribuer une eau de bonne qualité. Mais c'est vrai que c'est la question de la donnée est importante, hein, pour pouvoir s'appuyer sur des bases solides, et mettre en place des politiques volontaristes. Évidemment, on s'est appuyé notamment dans le cadre de la révision du Sage-Vilaine sur un bureau d'études, un SCE qui nous a accompagnés sur la mise en œuvre de la révision du SAGE, mais aussi sur la réalisation du diagnostic, qui est un document de 250 pages. Et, hem et l'intérêt pour nous des études HMUC, c'est que qui vont venir alimenter, en fait, ce qu'on appelle les PTGE, alors qui sont, heu, les PTGE, si quelqu'un peut m'aider, les Projet de territoire de gestion de l'eau. parfait, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de sigles, dans le monde de l'eau que je découvre aussi. Moi, ça fait que 4 ans et demi que je suis élu, donc je découvre aussi. Et donc on va avoir besoin de beaucoup de données, mais en fait, il y a des données qui sont manquantes, hein. Aujourd'hui, on a un gros problème sur nos bassins versants, c'est qu'on a une profusion d'étangs privés, heu et de captages privés qui ne sont pas forcément suivis par les services de l'État. Et donc les études HMUC doivent mettre en évidence, en fait, aujourd'hui la pression sur la ressource liée à ces ouvrages et à ces captages d'eau privés. Donc la donnée est essentielle, mais c'est vrai qu'on a besoin de services publics suffisamment dotés aussi pour aller chercher de la donnée et l'analyser derrière et pour mettre en place des politiques publiques qui sont adaptées, quoi. Merci beaucoup, Ludovic, pour cette présentation, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions et d'avoir partagé l'expérience de la ville de Rennes sur cette thématique. Et je crois qu'il y a encore une ou deux questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez un peu de temps, si vous voulez y répondre. Merci beaucoup.